Alors, vos structures portent déjà des dispositifs, des initiatives de participation qui travaillent à recueillir la parole, à partager l'expertise des personnes concernées. Mais on le sait, face à la diversification des modèles d'accompagnement, face à la diversification aussi des publics, ces dispositifs existants sont de plus en plus appelés à se réinventer, à se diversifier, à innover. On va en parler au long de cette première thématique avec évidemment les 4 projets qui vont nous accompagner tout du long. Encore une fois, vous avez l'écran pour poser des questions aux porteurs de projets. N'hésitez pas à le faire, cette émission est là aussi pour vous. Et on aura à chaque fois, sur chaque thématique, un expert qui nous accompagnera pour essayer de mieux comprendre la thématique et de réagir aussi au projet. Et on a la chance pour cette première thématique d'avoir avec nous Bénédicte Authier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'accès aux droits et des parcours de la CNSA. Je voudrais qu'on pose quelques jalons un peu de cet enjeu. L'idée justement, on le sait, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent. On a des GEM, on a des CVS qui portent justement la parole et la représentation. Vous avez une vision globale assez conséquente justement de ces dynamiques de participation. Quelle vision en avez-vous dans le grand âge et dans le champ du handicap ? Oui, sur ces dispositifs et instances qui existent, on doit déjà saluer leur mise en place, leur avancée. Vous avez cité les CVS, les GEM, mais on peut aussi citer la mesure de satisfaction des usagers, les CDCA en territoire. Et puis, nous avons les représentations nationales avec le CNCPH, le Haut Conseil. Ceux qui s'y investissent sont engagés et ils font un travail absolument admirable. Et on peut aussi signaler que l'engagement dans ces dispositifs qui sont propres au médico-social peuvent aussi exister dans d'autres espaces de la vie. Et je pense qu'il est aussi important de se dire qu'il n'y a pas de frontière entre la vie dite en milieu spécialisé et la vie ordinaire. Ça, c'est très important sur les dispositifs de participation. Toute personne en situation de handicap, toute personne âgée peut effectivement s'engager et représenter dans l'ensemble des pans de sa propre vie. Alors, quelques enjeux que l'on peut identifier. Tout d'abord, le fait de ne pas s'essouffler sur les dispositifs de représentation. On sait que on a une certaine habitude à avoir les mêmes personnes, elles le disent d'ailleurs, qui sont sollicitées, donc un sujet d'essoufflement probable. Ensuite, des questions qui portent sur comment ceux qui représentent, qui ont mandat, recueillent-ils la parole, l'expression des personnes. Et puis pour les personnes qui n'ont pas envie de s'engager, et c'est leur droit dans ce dispositif de représentation, comment font-ils remonter leur avis? Comment s'expriment-ils? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme dispositif pour justement recueillir leur avis, leurs besoins, leurs idées aussi? Voilà, donc pour cette dynamique, et vous l'avez dit, et on va le voir aussi dans les projets qui vont nous être présentés sur cette table ronde, on voit localement des dynamiques tout à fait intéressantes et qui ont introduit, je voudrais surtout pointer ceci, la notion d'amélioration continue. Par exemple, comment on part des plaintes des usagers pour faire améliorer les choses. Donc cette idée que l'expression de la personne est une matière première pour faire évoluer les pratiques est tout à fait intéressante. Alors il y a un aspect qui est aussi important, c'est que ces dispositifs, ces structures, elles sont là pour recueillir les besoins, les attentes des personnes concernées dans le cadre des structures, des établissements, mais elles sont aussi de plus en plus là pour œuvrer à l'accès aux droits en milieu ordinaire, et on sait que l'ouverture au milieu ordinaire est un grand enjeu. Comment percevez-vous cette évolution, et est-ce que des structures comme notamment ce que va être les futurs services publics départementaux de l'autonomie vont pouvoir accompagner cela? Moment très important sur un positionnement très clair de l'accès aux droits. Pour illustrer la direction dans laquelle je travaille aujourd'hui, auparavant, avant la transformation de la CNSA en Caisse de sécurité sociale, s'appelait la direction de la compensation. Aujourd'hui, c'est la direction d'accès aux droits. Donc, vous voyez, toute une transformation. Cela se traduit aussi aujourd'hui par un point incontournable: toutes les politiques se construisent avec les personnes. On a une évolution très nette, c'est un incontournable. Et derrière, et en écho aux propos
productif, il s'agit de garantir le pouvoir d'agir des personnes. Donc un changement très fort. Alors j'illustre avec le service public départemental autonomie qui est dans une phase de préfiguration qui va être généralisée à partir de 2025. Et puis j'illustre sur le rapport de Dominique Libaud qui a été fondateur de ce service public départemental autonomie. Je vous invite tous à lire l'annexe. Le rapport est évidemment très structurant, mais l'annexe était très intéressante parce qu'elle partait de témoignages, de verbatim. Et que disaient les personnes? Les personnes disaient qu'on a du mal à tout simplement à avoir un accès à l'information, on a du mal à comprendre le vocabulaire, une évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire être évalué? Alors quand on est dans le champ médico-social, on sait bien, mais pour une personne, pourquoi être évalué? Et puis du mal aussi à trouver des interlocuteurs. Donc des choses assez simples. Le service public départemental autonomie vit une révolution dans sa conception. On ne change aucune compétence et ce que l'on change, c'est de regarder les besoins des personnes pour faire un service public simple, efficace. Ça veut dire comme on travaille différemment entre professionnels, entre organisations, et le cahier des charges va être rédigé de façon très sobre à partir des besoins des personnes. Par exemple, j'ai besoin d'avoir une information simple. Voilà, donc un vrai changement et avec la place tout à fait intégrée et structurante des personnes. Dernier point, ça a été évoqué par le directeur tout à l'heure, il y a un enjeu de représentation, il y a aussi, et de plus en plus s'exprimant, un enjeu de participation directe. Justement, comment ces structures peuvent accompagner cette demande, cet élan, si je puis dire. Oui, alors sur cet élan, on a ce qui nous réunit tous, c'est l'objectif central d'accès et d'efficacité, de mise en œuvre des droits. C'est vraiment les deux sujets avec un sujet une problématique de qualité de service pour les personnes. Alors on a deux modalités aujourd'hui, la participation directe, la représentation et qui font l'objet de travaux, de réflexions. C'est très intéressant et on est à un moment assez dense au niveau de la réflexion. Trois grands repères qui ont été évoqués, mais qu'il faut saluer. Les recommandations de la HAS relatives à soutenir, à encourager l'engagement des usagers. Le rapport de l'IGAS sur la participation citoyenne aux politiques. Et puis l'avis du Conseil de la CNSA de juin 2024 relative à la représentation, à la participation. On a sur ces deux modalités des enjeux à la fois d'articulation et de complémentarité. Il ne s'agit pas d'être exclusif, mais de voir comment se construit cette complémentarité de façon à avoir une matière première qui soit tout à fait structurante, efficace pour les personnes. Alors évidemment, on identifie des conditions qui ont été données pour cette participation, l'accessibilité incontournable et sur laquelle nous devons globalement progresser, la formation et un point aussi très intéressant qui va être abordé dans les exemples des expérimentations, la force du travail et de l'échange entre pairs. On a fait une enquête sur le besoin des CDCA en termes d'animation, donc des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Et la première demande pour l'animation, c'est de dire aidez-nous à avoir des échanges entre pairs. Et ça, c'est la force des personnes, la force du témoignage qui vient aussi enrichir les politiques de façon très évolutive. On verra d'ailleurs des vidéos sur et la vie et le rapport tout au long de la journée. On va commencer tout de suite à rentrer dans la découverte, l'exploration de ces projets avec les deux premiers projets et les porteuses de projets qui sont ici avec nous. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Et on va commencer en allant du côté du Loiret. Avec vous, Aurélie Mazel, directrice générale adjointe de l'ADAPI 45, et puis Anaïs Polvereda, directrice générale de l'ADAPI 45. Votre ADAPI du Loiret donc, gère 32 établissements, 1400 personnes qui sont employées. Puis vous avez engagé un projet très innovant de mise en place de PEM. Alors les PEM, c'est un programme d'entraînement à l'exercice de mandat en réponse à un appel à projet de la CNSA sur la participation. L'ambition, c'est de renforcer, c'est d'outiller les CVS pour en faire des organes
organe de représentativité et d'accompagnement des parcours. On va en parler. Et ce qui est important, ça fait vraiment écho avec ce que disait le directeur tout à l'heure, c'est que ça s'inscrit dans une logique de transformation de l'offre en service, en plateforme de service. C'est une transformation que vous avez engagée pour faire en sorte que l'entrée ne se fasse pas par établissement, mais dans une approche beaucoup plus systémique et globale. Comment s'est faite cette évolution de votre projet de structure sur ces dernières années ? Alors, l'ADAPI 45, elle a commencé à réfléchir à cette nouvelle structuration en 2019. Donc, c'est un projet déjà qui a quelques années. L'idée, c'était vraiment à la base de repartir du diagnostic et de la question finalement des besoins. On a vraiment travaillé sur la question parcours, donc notamment pour limiter les ruptures de parcours, travailler sur tout ce qui pouvait être volet plus inclusif et la question de l'autodétermination et de l'autoreprésentation des personnes. Donc aujourd'hui des sujets plutôt d'actualité. À l'époque, quand on a commencé à y travailler, ça a donné rapidement lieu à une refonte complète de notre organisation et on s'est dirigé vers une plateforme de services. Donc aujourd'hui, on n'est plus structuré en établissement, mais vraiment sur une plateforme qui regroupe finalement toute l'historicité de nos ressources. Donc on a l'ensemble de nos 700 salariés, l'ensemble des ressources qui étaient historiquement présentes dans l'établissement qui aujourd'hui alimente cette plateforme. Donc on est vraiment sur une porte d'entrée par service de prestation aujourd'hui et l'ensemble de nos professionnels sont spécialisés donc, pour pouvoir délivrer des prestations cibles. Donc ça, c'était vraiment le projet de réorganisation avec une porte d'entrée parcours de vie. Alors ça, c'est la transformation, oui. C'est une étape, mais l'enjeu, c'est en quoi est-ce que ça redimensionne les démarches de participation et aussi la place et le rôle des CVS ? Alors, dans cette plateforme, on a un service qui a 100% été dédié à la question de la participation sociale. À l'intérieur de ce service, on travaille donc notamment la question de l'autoreprésentation et de la participation des personnes. Alors, aussi bien dans nos instances en interne, donc dans les CVS, que vers l'extérieur, que dans la question du projet personnalisé, que voilà, on touche à toutes les strates. Là, on va se concentrer plutôt sur la question des CVS. Mais quand on a mis en place l'organisation en plateforme, ça a permis vraiment d'affiner, puisqu'on est reparti du besoin, comme vous le citiez tout à l'heure. Et ça a vraiment permis de mettre en lumière qu'on n'était peut-être pas au rendez-vous sur certains champs, notamment la question des CVS, parce que c'est un très bel outil, il est déjà existant, mais finalement, quand on vient et qu'on creuse, on se rend compte que souvent, c'est beaucoup de participation de la part des familles, de la part des professionnels, et finalement, comment on donne vraiment cette dimension de l'autoreprésentation des personnes dans le cadre de ces CVS. Et c'est en creusant sur cette question-là qu'on s'est dit, on n'est peut-être pas suffisamment outillé, pas suffisamment formé, et au-delà de ça, c'est une vraie démarche, et c'est de là qu'est né le projet PEM, donc sur le programme d'exercice des mandats, pour vraiment travailler à comment on peut finalement accompagner les personnes à vraiment s'auto-représenter et à prendre pleinement la mesure de ce type d'instance. En sachant que chez nous, la particularité, c'est que les CVS alimentent un club des présidents de CVS qui alimente lui-même le conseil d'administration où on a des sièges dédiés aux personnes en situation de handicap. Ouais, il y avait déjà une dynamique de participation qu'on vient renforcer. Avec ce club des présidents de CVS qui existait avant l'appel à projet. Alors c'est PEM, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Aurélie, racontez-nous un peu ça. Alors le choix du nom du projet, il n'est pas anodin, hein. Programme d'entraînement à l'exercice des mandats. Je rebondis et j'insiste sur ce qui a été dit juste avant, hein, mais alors les CVS, c'est un très bel outil, la loi nous y oblige et c'est très bien comme ça, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que c'était souvent des coquilles vides et qu'il y avait des temps d'échange, bien sûr, mais finalement, les décisions et les actions concrètes derrière portées par les personnes elles-mêmes, elles étaient très à la marge, finalement, par rapport à ce qui était attendu d'un CVS. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de mettre en place un programme structuré et structurant à destination de l'ensemble des parties prenantes des CVS, c'est-à-dire les personnes accompagnées, bien sûr, en premier, les familles et les représentants des salariés. On a décidé de porter ce projet en interne et d'en assurer la chefferie de projet pour plusieurs raisons, parce qu'on voulait avoir une grande souplesse, une grande capacité d'adaptation et d'être sûr de pouvoir répondre aux besoins et aux capacités des personnes que l'on accompagne, sachant que la DAPI 45 accompagne l'ensemble des troubles du neurodéveloppement allant de l'autisme, déficience intellectuelle, polyhandicap. Donc quand même des besoins assez différenciés chez ces personnes. Donc l'objectif étant vraiment de rendre effective la participation, on a décidé de construire un programme en 3 phases. La première, ça s'appuie sur une formation qui est commune et partagée à l'ensemble des parties prenantes, puisqu'on s'est dit, pour que ça marche, il faut déjà qu'on puisse partager une langue commune et se mettre d'accord sur c'est quoi participer. Et c'est quoi participer quand je suis une personne accompagnée
C'est quoi participer quand je suis un représentant de famille? C'est quoi participer quand je suis un représentant des salariés? Donc ça, c'était très important. Le travail a commencé dès début 2024. Par contre, ce qu'on avait sous-évalué et ce qui a pris plus d'un trimestre, c'était que cette notion, elle n'est pas anodine. Elle paraît être du bon sens et facile. Mais en fait, la question de c'est quoi participer, ça a été très compliqué pour chacun de pouvoir en trouver une définition commune et partagée. Et après, l'étape suivante, c'est quoi partager de ma place? Et donc là, ça fait beaucoup de débats entre les familles qui pensent bien faire, mais parler au nom de leur enfant, voilà, pour les protéger, pour d'autres raisons, mais en tous les cas, qui laissent peu de place. Les personnes accompagnées qui ne savent pas comment s'y prendre et qui ne s'autorisent pas non plus à pouvoir exprimer des choses. Et puis des salariés qui peuvent confondre aussi parfois un CVS entre une instance représentative du personnel. Donc voilà, l'idée c'est chacun est à sa place. Donc on a travaillé pendant tout un trimestre sur ces sujets. Et puis le pilotage interne, c'est aussi le fait qu'on a décidé de s'entourer d'experts qu'on a choisis. Donc les premiers experts, c'est évidemment les personnes accompagnées, les représentants de famille et les salariés. Mais c'est aussi un responsable clinique spécialisé dans les recommandations de bonnes pratiques. C'est aussi une formatrice qui travaille depuis des années à de la formation autour de la paire-aidance et qui avait l'habitude de travailler sur la construction de programmes et d'outils construits par les personnes elles-mêmes. C'est un formateur lui-même en situation de handicap puisque autiste et lui va nous apporter un regard différent sur la compréhension des éléments apportés dans le programme de formation et puis également des professionnels plus techniques de type ergothérapeute qui vont eux construire des outils d'adaptation pour permettre voilà, de s'approprier la formation. Quand je parle d'outils d'adaptation, c'est des outils par exemple d'ice tracking pour permettre aux personnes polyhandicapées de s'exprimer aussi dans ces instances. Donc voilà, ça c'est l'objectif du programme. Là, le programme de formation a commencé à être élaboré. L'étape suivante, c'est de pouvoir l'expérimenter, donc sous forme d'action-formation sur les premiers CVS de 2025 et de pouvoir tout de suite, avec les personnes représentantes, se dire qu'est-ce qui a bien marché, dans quelle situation j'ai pu être en difficulté et de pouvoir, voilà, sur les premières instances, adapter le programme de formation. Donc on est dans quelque chose qui se veut dans une démarche évolutive et d'amélioration continue. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que vous voulez donc former avec cette formation commune et ces formations un peu spécifiques, un peu pour chaque partie prenante au début, les membres des CVS, mais derrière, c'est vraiment former l'ensemble des personnels pour que la participation infuse, irrigue l'ensemble de la construction et de l'accompagnement des projets personnalisés aussi derrière. Un petit mot peut-être, comment se fait la réception d'un tel projet aussi participatif à la fois du côté des personnes concernées que du côté des salariés? Plutôt bien. On a eu le premier engouement avec voilà, les premiers participants. Du côté des personnes premièrement concernées, il y a une mobilisation à maintenir. C'est-à-dire qu'on a le démarrage du projet, les premiers temps. Voilà, faut travailler à la question de la relance, de la répétition, de continuer à soutenir voilà, le projet en lui-même. Du côté des collaborateurs, on a vraiment vu une avancée sur la question du sens. Parce qu'en fait, finalement, c'est se reposer, voilà, comme on a pu l'expliquer, la question de c'est quoi participer. Ça permet aussi de se réinterroger dans les pratiques. Et en fait, voilà, au-delà des personnes qui participent au projet, ça permet après de pouvoir rééchanger avec l'ensemble des collaborateurs qui peuvent être sur le terrain et de pouvoir redire voilà ce qu'on est en train de travailler, voilà ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ça permet d'avoir un spectre un peu plus large que le projet en lui-même et qui se diffuse. Là où on a eu le plus finalement de difficultés au démarrage, c'est sur les familles. Comme ça a pu être un petit peu annoncé, c'était la question de finalement... Au début, c'est un oui d'adhésion. Et puis, en fait, quand on vient creuser dans la question du projet, c'est aussi, du coup, avoir d'autres réflexes, travailler différemment, comprendre les enjeux de manière un peu différente. Aujourd'hui, on a de nouvelles personnes qui souhaitent intégrer le programme. Donc, ça, c'est plutôt positif parce que, du coup, le bouche à oreille fait qu'on a d'autres personnes qui nous disent, finalement, si vous réintégrez, si vous allez sur d'autres phases, nous, on souhaiterait aussi pouvoir participer. Donc là, c'est en train de prendre un peu
de volume entre guillemets sur les demandes. Donc ça, c'est plutôt positif en termes de réception et ça crée vraiment une nouvelle dynamique en fait. Alors on voit à travers ce premier projet que la montée en compétences, la montée en puissance des dispositifs, ça peut se faire sur des structures existantes comme les CVS, mais on va le voir, ça peut aussi se faire avec d'autres manières en fait de travailler la participation, peut-être moins attendue notamment, et ça va être dit tout à l'heure, la remontée autour des plaintes, des réclamations, et ça c'est le propos de notre deuxième projet. Nous accueillons, je le dis encore une fois, vous pouvez continuer à poser vos questions au premier projet, au deuxième, et elles vous répondront tout à l'heure. Deuxième projet donc, pour lequel j'accueille Linda Demoulin et Amélie Collot. Bonjour mesdames. Vous travaillez pour le groupement pluriassociatif gestionnaire. Alors Linda Demoulin, vous êtes directrice qualité et participation des personnes accompagnées au sein de ce groupement pluriassociatif. Amélie Collot, directrice des dispositifs de droit commun, prévention, diagnostic et accompagnement pour cette même structure. Structure qui et gestionnaire de services, d'établissements, il y a des CAMS, il y a des CESAD, il y a des SAVS, il y a des SAMSA. Vous intervenez dans le champ du handicap comme dans le champ du grand âge sur plusieurs départements, les Deux-Sèvres, la Vienne, les Charentes. Et vous portez une démarche de participation assez forte aussi, comme d'ailleurs la plupart des porteurs de projets. Il y a des personnes concernées au CA de votre structure, il faut le préciser. Dans le cadre de la réponse à l'appel à projet, vous avez voulu vous centrer sur un champ d'activité un peu spécifique, c'est celui des services d'aide à domicile qui accompagnent environ 1000 personnes à ce niveau-là. Quel était pour vous l'enjeu de porter une démarche participative pour ces activités qui sont généralement éclatées, qui sont généralement à domicile? Alors en fait, c'est justement la spécificité des interventions éclatées au domicile qui fondent en fait l'intérêt de ce projet, de la démarche. Il est vrai qu'au sein des établissements, les personnes accompagnées, elles ont plusieurs opportunités de se croiser, d'échanger sur les temps des repas, au niveau des activités, dans les échanges informels, au niveau des sorties aussi qui peuvent être organisées. Et donc finalement, il y a plein d'opportunités, de moments où elles peuvent échanger, partager entre elles, s'interroger sur leurs conditions d'accompagnement, les modalités d'accompagnement. Or, sur le domicile, en fait, on n'a pas ça. Les personnes, elles sont à leur domicile, elles sont éclatées dans différents lieux. Et finalement, il y a beaucoup moins d'opportunités qu'elles puissent se retrouver en un même lieu pour échanger, pour partager leurs préoccupations, leurs questionnements, peut-être aussi créer du lien. Et donc, c'était vraiment tout l'enjeu de cette démarche. C'est de se dire comment on permet à des personnes qui sont accompagnées par un même service, par les mêmes professionnels qui partagent les mêmes pratiques professionnelles, comment on leur permet de se regrouper pour à un moment donné faire remonter leurs difficultés, leurs questionnements et aussi leur envie de faire évoluer le service. Donc c'est vraiment parti de ce constat-là. Et on s'est dit que finalement, sur le domicile, on se trouve aussi confronté à un problème de mobilité. C'est pas évident de se déplacer. Le public qu'on accompagne est un public dépendant. Et donc ça a été aussi un frein qu'on a d'emblée pris en compte dans le cadre du projet. Et finalement, on s'est dit c'est la confrontation de tous ces points de vue, des personnes qui vivent chacune à leur domicile et qui vivent un accompagnement vraiment très individuel, de se dire si on réunissait finalement dans une instance tous les acteurs du domicile, à la fois les personnes accompagnées, les aidants bien sûr qui font partie des personnes accompagnées et les professionnels dans une même et unique commission pour justement leur permettre d'échanger et de faire remonter leur perception de l'accompagnement. Et c'est donc tout l'enjeu de ce projet. Avec donc deux grandes innovations, le fait de partir des plaintes et des réclamations, qui n'est pas forcément le canal le plus usité, si je puis dire, et puis à travers ce comité qui les analyse et va essayer de trouver des solutions à partir de là. Comment ça fonctionne? La parole est à vous et vous avez la petite commande pour nous le montrer avec quelques slides rapidement. Le deuxième bouton, je crois. Ouais. Voilà. Donc effectivement, vous l'avez dit dans votre présentation, mais les notions de pouvoir d'agir, d'autonomie, de participation, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre groupement pluriassociatif. Dans le cadre de ce projet, on avait vraiment la volonté d'associer l'amélioration de la qualité de vie au travail de nos professionnels du domicile et l'amélioration du service rendu. Effectivement, on est parti de l'analyse des plaintes et des réclamations avec ce constat qu'on avait des équipes qui travaillaient vraiment intensément pour essayer de résoudre ces plaintes et ces réclamations, et malgré tout, elles revenaient avec la même récurrence et les mêmes thématiques tous les ans. Et du coup, on s'est dit, mais qui de mieux que les personnes accompagnées pour construire avec nous les réponses à l'amélioration pour répondre à ces plaintes et à ces réclamations.
Donc du coup, on est parti donc de la création de cette commission avec d'emblée la volonté qu'il y ait une majorité de personnes accompagnées et d'aidants qui soient représentées. C'était vraiment l'idée de partir sur cette composition pluridisciplinaire. Et on a aussi choisi de s'appuyer sur des ressources parce qu'on s'est dit il va falloir étayer cette participation, il va falloir faciliter cette participation comme vous le disiez tout à l'heure. Hein, ça ne se décide pas, la participation, il faut l'accompagner, la soutenir. Donc on s'est entouré de plusieurs appuis ressources. Donc, dans le cadre de l'appel à projet, donc on a volontairement choisi que ce soit une animatrice extérieure à l'association qui vienne animer cette commission pour être vraiment dans quelque chose de très objectif et d'apporter peut-être un regard nouveau sur l'accompagnement des personnes. On s'est aussi appuyé sur l'expertise d'un designer social qui nous a véritablement beaucoup aidé à lancer toute la campagne de communication sur ce projet parce que créer une communication et demander aux personnes de venir participer à ces commissions, bah, ça ne s'improvise pas. Donc elle nous a aidé à créer des flyers de communication qui ont permis un petit peu de fédérer et d'avoir les premiers candidats, si je puis dire, sur cette commission. On a aussi voulu que cette expérience elle laisse une trace et donc on s'est appuyé sur l'expertise d'un vidéaste qui nous a tout au long du projet, donc le projet s'est déroulé sur 2 ans, qui a filmé, qui a réalisé un film témoignage sur tout le projet, depuis les balbutiements, les animations des ateliers par la designer sociale, jusqu'à la clôture de l'expérimentation là au mois de juin dernier. On a souhaité aussi, et ça faisait partie du cahier des charges de la CNSA, faire évaluer le projet par un organisme extérieur pour justement mesurer la pertinence et l'efficience de ce type de dispositif dans une perspective d'essaimer aussi sur nos autres services ce type de projet. Et puis un des éléments aussi qu'on a souhaité mettre en place en appui ressources, c'était de former les personnes à l'autodétermination parce que vous le disiez aussi, quelle est ma place en tant que personne, qu'est-ce que je porte en termes de représentation et de parole aussi. Et c'est pas évident de pouvoir s'affirmer et de faire remonter un certain nombre de choses. Donc la formation à l'autodétermination, elle a concerné tous les membres de la commission, donc à la fois les personnes accompagnées, les aidants et les professionnels qui ont pu véritablement s'emparer de leur pouvoir d'agir et de leur représentation au sein de cette commission. Et puis on a souhaité aussi, on disait tout à l'heure, le problème de la problématique du domicile, c'est la mobilité. Donc on a voulu lever les freins d'emblée puisqu'on a permis systématiquement à toutes les personnes, on est allé les chercher à domicile pour les faire participer à la commission. On a même prévu des indemnités pour permettre aux aidants de venir participer à la commission tout en permettant que les personnes qu'elles aident puissent être maintenues à leur domicile, donc pour pouvoir leur dégager du temps. Donc on a vraiment fait en sorte que tous les freins puissent être levés pour faciliter cette participation des personnes. Donc les réussites de ce projet, donc effectivement on a les personnes, parce que c'est finalement les membres de la commission qui ont travaillé sur un certain nombre de documents, donc voilà, un questionnaire de satisfaction, un flyer des métiers. Ils ont élaboré une charte aussi de cette commission. Quand on vient dans cette commission, on porte une certaine parole, on représente et donc qu'est-ce qu'on y met? Un règlement intérieur. On a aussi, alors les membres de cette commission s'appellent des ambassadeurs et finalement ils ont trouvé intéressant de dire mais finalement c'est quoi être ambassadeur dans une commission quand on porte la parole des personnes. Et on a souhaité d'emblée aussi mettre tous ces documents en accessibilité pour favoriser la compréhension et l'appropriation de ces documents. Et en parallèle, on a mis dans la perspective de l'essaimage, on a créé un kit de transférabilité pour que d'autres associations, pas seulement la nôtre, puissent essaimer et créer ce type de projet. Au niveau des résultats obtenus, donc on avait deux grands objectifs, améliorer la qualité du service rendu et aussi améliorer la qualité de vie au travail de nos professionnels. Le premier travail de cette commission, ça a été de travailler sur le questionnaire de satisfaction. C'était vraiment leur volonté. Voilà, ils nous ont dit votre questionnaire de satisfaction, il est quand même pas terrible. Du coup, ils ont créé un document plus attractif, plus accessible, avec des pictogrammes, avec des tournures de phrases, des couleurs, une présentation complètement différente, qui a permis réellement une meilleure compréhension et de ce qu'était ce questionnaire et de à quoi il pouvait servir et comment les personnes accompagnées pouvaient s'en saisir. Et on a eu un véritable impact sur le taux de retour qui a été 2 fois plus important avec le questionnaire retravaillé par les membres de la commission. Ils l'ont vraiment travaillé, eux, en autonomie, accompagnés par l'animatrice
et vraiment ils nous l'ont présenté ensuite. On constate aussi une réduction des plaintes et des réclamations qu'on associe vraiment à une meilleure compréhension finalement des rôles et des missions des professionnels du domicile et aussi des contraintes du service. Et ça, ça a vraiment été lié à la création de ce flyer. La commission a travaillé sur un flyer pour expliquer voilà, le rôle de chaque professionnel, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et ça avait vraiment eu un impact significatif sur les plaintes et les réclamations. Au niveau de l'amélioration de la qualité de vie au travail, du coup, il y a forcément l'effet derrière. Finalement, on a des gens qui se connaissent mieux, qui se comprennent mieux. Du coup, on lève un certain nombre d'incompréhensions et on valorise et on a une meilleure reconnaissance des métiers du domicile. Ça entraîne forcément moins de tensions, moins de conflits entre les auxiliaires de vie, les personnes accompagnées et les aidants. Et donc, nécessairement une meilleure qualité de vie au travail pour les professionnels. On vous le disait tout à l'heure, on a travaillé sur un kit de transférabilité. Alors, c'est pas nous, c'est les personnes accompagnées. On travaillé sur un kit de transférabilité avec l'idée vraiment de pouvoir permettre à n'importe quel service du domicile, que ce soit un service d'aide à domicile, mais aussi voilà, un SAVS, un CESAD, un SAMSA, de pouvoir créer un projet similaire au sein de son service. Au-delà de cette dynamique de participation, il y a vraiment eu des rencontres qui se sont créées dans le cadre de ce projet, des rapprochements entre les personnes accompagnées, les aidants, les professionnels, avec une véritable dimension d'écoute, de partage et dans un cadre extrêmement bienveillant. Donc c'est aussi la richesse de ce type de projet. Aujourd'hui, au sein du groupement pluriassociatif, on a commencé à travailler sur l'essaimage de ce projet au sein d'autres services. Et donc on a notamment commencé à travailler dans le cadre de nos CMPP sur des groupes de parents avec l'idée de voilà, venez vous rencontrer et venez échanger avec nous sur qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans le service et comment on peut travailler ensemble à l'amélioration de ce service. Donc on est au tout début, l'essaimage commence, on a eu un premier groupe, on en a un deuxième qui va se faire prochainement là, sur les périodes de vacances d'octobre et on travaille plus globalement au niveau de l'association sur une journée institutionnelle autour de cette dynamique de participation. Merci beaucoup, merci à vous. On voit bien des points déjà communs. Il faut vraiment construire les fondamentaux, ces formations à l'autodétermination, cette réflexion sur qu'est-ce que la participation. Et puis, dans votre projet, finalement, ressorte le besoin de mieux se connaître, de mieux se comprendre à travers ces flyers. Hein. C'est un enjeu clé. Et puis, un kit d'essaimage qui se fait sous différentes formes. Ce n'est pas forcément le même type de commission qui vont se retrouver à droite et à gauche dans le groupement et ailleurs. Et c'est très intéressant. Je voudrais qu'on prenne quelques réactions à chaud de vous. Bénédicte, sur ces deux premiers projets très riches, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Déjà, quelle créativité et on voit comment l'initiative locale adaptée en partant des besoins est mobilisatrice. Alors, quelques remarques. Déjà, le lien très fort qui est commun entre entrer par les personnes, aller chercher leur participation, améliorer la qualité de service, améliorer la qualité de vie au travail et puis tendre vers une évolution de l'offre qui arrive dans un continuum. On n'est pas sur quelque chose qui est imposé, on est sur quelque chose qui diffuse et qui fait un bouger global. Je vois aussi la nécessité, hein, la condition du pilotage fort, vous l'avez dit, on peut s'essouffler, pilotage aussi sur la mobilisation d'expertise, design de service, vidéaste. C'est pas de côté qui vont aussi entraîner une dynamique, un intérêt. Et puis, sur le sujet de l'évaluation et de l'essaimage, avec l'humilité de se dire que certains projets peuvent avoir des éléments qui peuvent se généraliser, d'autres pas, parce qu'on est sur un écosystème spécifique, donc aussi tenir compte, et c'est ce que vous disiez, hein, des éléments spécifiques. Merci beaucoup Bénédicte. Merci à vous quatre pour nous avoir présenté ces beaux premiers projets. Vous pouvez encore bien évidemment réagir, poser vos questions et les porteurs y répondront à la suite de leur intervention. Merci à vous. On passe tout de suite à la deuxième séquence de cette première partie.
Alors on enchaîne avec deux nouveaux projets autour de ça, cet enjeu de participation et la manière de monter en puissance, en compétence les dispositifs existants. On l'a vu à travers les CVS, on l'a vu à travers le traitement des plaintes et des réclamations. On va le voir avec ces deux nouveaux projets, alors là qui nous amènent sur le front atlantique, puisqu'on aura un projet qui sera en Bretagne tout à l'heure, et puis là on va aller du côté de La Rochelle, prendre le bon vent marin. Avec vous, Emeline, Emeline Leboeuf et Yann Lebert, pour parler justement de cette belle initiative portée par l'UNAPI 17. Il y a des lieux où il y a des structures, des dispositifs comme des CVS existants, et puis on va les monter en compétences. Puis il y a des cadres, notamment les CESAD, où il n'y a pas forcément ce type de dispositif-là. Donc il faut inventer, il faut trouver d'autres manières de construire justement la médiation de cette participation et sa forme. Et c'est ce que vous avez fait à travers un très beau projet qui est celui des ambassadeurs de la participation. Alors ces ambassadeurs, c'est 7 jeunes du CESAD qui ont été formés, qui se sont mobilisés pendant 2 ans pour porter leur parole et celle des autres jeunes auprès de la direction, auprès des instances sur des projets. Donc c'est une vraie aventure commune que vous avez construite ensemble. On va en parler, mais avant tout, qu'est-ce qui a poussé un CESAD comme le vôtre à répondre à cet appel à projet? Et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette idée d'ambassadeur de la participation? Alors, effectivement, donc il y a 2 points. D'abord, au niveau associatif, on était en pleine transformation de nos organisations, en passant en logique plutôt de parcours, pour avoir des parcours de jeunes plus fluides et casser les silos éventuels qui existent des fois dans les associations et dans les organisations en pôle. Donc on était dans cette politique-là, avec des stratégies qui se développaient, et notamment avec un enjeu derrière de développer aussi l'autodétermination au niveau opérationnel de manière beaucoup plus importante. Et puis au niveau du CESAD, on était dans la transformation de l'offre, transformation de place d'IME en place de CESAD, avec de nouveaux jeunes en fait, en provenance de l'IME qui intégraient le CESAD, et notamment sur la tranche des 16-25 ans. Et donc ce qui nous a conduit à construire une plateforme pour les jeunes de 16 à 25 ans. En développant, en fait, en s'appuyant sur des actions collectives qui étaient à la demande des jeunes, et on s'était rendu compte aussi que le collectif était vecteur d'émancipation individuelle. Donc il y avait déjà en fait plein d'actions plutôt empiriques qui étaient en place sur le terrain. Et donc ce projet est arrivé à point nommé, en fait, en se disant, voilà, c'est une belle opportunité de mettre un peu de théorie et puis d'aller plus loin dans cette expérimentation. Voilà. Et donc, on a... pardon, j'ai perdu mon fil. Voilà. Et donc, en fait, le défi, c'était d'aller vers l'auto-représentation. Et donc, avec un défi supplémentaire qui était un CESAD, donc un service qui accompagne plutôt des situations individuelles, avec un accompagnement discontinu et diffus sur un territoire donné. En fait, les jeunes sont éclatés de manière géographique. Donc, avoir des ambassadeurs qui représentent un collectif de pairs, c'était un défi. Donc, on s'est dit que cet appel à projet allait nous aider à structurer cette approche. Oui, c'est important parce que le CESAD, c'est un lieu à la fois éclaté et en même temps qui accueille des publics qui sont à l'âge de l'adolescence. Et à 15 ans, on a des choses à dire, on a à participer, et particulièrement les jeunes générations d'aujourd'hui. Et donc cet enjeu de la participation, il était particulièrement important. On va voir comment vous l'avez mis en œuvre avec aussi le cabinet de design Open Communities qui vous a beaucoup accompagné sur ce projet-là. Je vous laisse nous présenter cette belle aventure. Alors, les objectifs du projet étaient de renforcer le pouvoir d'agir, la citoyenneté et la participation de jeunes présentant une déficience intellectuelle. Alors, l'idée, c'était de concevoir et d'expérimenter avec les jeunes et toutes les parties prenantes, que ce soit les familles et les professionnels, un dispositif ambitieux de participation de jeunes à différentes dimensions de la vie du service, et en mobilisant donc les méthodes de design social. Pour atteindre ces objectifs-là, 3 axes majeurs ont été définis. On a invité les personnes qu'on accompagne à participer à la gouvernance des structures, et notamment à former un collectif en partant du principe qu'il est vecteur d'émancipation. Le deuxième axe était de faire émerger la parole des jeunes pour qu'ils puissent partager leurs besoins, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et enfin, c'était changer aussi la représentation et le regard de toutes les parties prenantes sur ces jeunes qui, malgré une déficience intellectuelle et des difficultés à s'exprimer, ont une connaissance fine de leurs besoins. Alors, sur les étapes du projet, il y a une première étape, il y a une phase d'immersion par les équipes de design social.
L'idée du design social, c'est qu'on construit ensemble, on fait en quelque sorte des maquettes, qu'on teste et qu'on réajuste si nécessaire. En parallèle, on a formé l'ensemble des parties prenantes, les familles, les professionnels et les jeunes, à l'autodétermination, à l'autoreprésentation. On a en quelque sorte mobilisé la triple expertise qui est très chère à l'UNAPI. Enfin, on a, en plusieurs cycles, plusieurs séances, on a testé, adapté les outils pour qu'ils soient au plus près des attentes, et on a construit donc différents outils qu'on vous présentera tout à l'heure, dont une affiche, une boîte de vote et un chemin de décision. Et enfin, on a testé tout ça et on a élaboré un kit d'essaimage pour dupliquer et lancer ce projet-là. On va voir une vidéo d'ailleurs où ces ambassadeurs prennent la parole. De tout ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce que ça vous a appris à vous? D'avoir confiance. M'exprimer. Parler devant les autres. Des choix tout seul. Qu'est-ce qui pouvait être difficile pour vous? De parler devant les autres. De m'exprimer au début. Au début du projet, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous en souvenez? On a fait des réunions. Des formations aussi, autodétermination et auto-représentant. Ça nécessite de revoir complètement la manière de travailler avec les jeunes et toutes les postures des professionnels et la manière dont on va les former aussi. Donc mettre en place de la formation sur l'autodétermination, sur l'autoreprésentation et aussi faire appel à la méthodologie du design social. Il y a des designeuses sociales qui sont venues sur place, rencontrer les jeunes, comprendre un petit peu ce qu'on faisait avec eux, rencontrer aussi des familles. Elles ont essayé de réfléchir comment construire des outils pour aider les jeunes en fait, à donner leur avis de façon plus simple, avec des choses plus concrètes. Il y a quoi comme outil par exemple? La boîte. Boîte transparente pour mettre les jetons en rouge et vert. Le plateau, le chemin. Le plateau pour mettre la boîte et la petite boîte aussi. Est-ce que tu as pu proposer une idée qui te tenait vraiment à cœur? De demander aux jeunes de se déconnecter des écrans. De se retrouver au CESAD sans éduc. À la boîte de nuit. Je pense que même après 35 ans de carrière, ça m'a remis en question sur mes pratiques. Puis avec les formations d'autoreprésentation, d'autodétermination, ça nous a amené des outils aussi qu'on n'avait pas forcément pour évaluer aussi nos actions et les axes de travail qu'on pourrait mettre en place auprès des jeunes. Ça l'a vraiment changé et ouvert aux autres. Ça l'a permis de donner son avis et c'est très bien pour reprendre confiance en elle aussi. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce projet? M'exprimer, parler devant tout le monde. C'est mieux en groupe ou vous pensez qu'il vaut mieux être tout seul pour faire ça? C'est mieux en groupe que seul. Discuter un peu, échanger des moments, tout qu'on peut faire. On voit l'engagement, on voit l'énergie aussi qui est déployée dans ce projet-là. Je vous laisse nous présenter un peu les outils et les résultats. Alors les outils, effectivement, je voulais revenir un peu sur les différents outils présentés. Donc voilà, on les voit à l'écran. Donc il y a une boîte à idées et en fait il y a des petites cartes que vous voyez à l'écran. Et en fait ce qui était important, c'est que ces cartes, elles étaient à disposition des jeunes partout où ils pouvaient être, à domicile, dans leur sac, à l'école, enfin au collège ou au lycée pour les jeunes, là, parce que c'était les adolescents, dans les voitures aussi, dans les véhicules, au CESAD, afin qu'à un moment donné, quand ils ont une idée, en fait, ils puissent soit leur écrire eux-mêmes, soit s'ils sont en difficulté, quelqu'un, un père ou un professionnel puisse, ou un parent, écrire pour eux cette idée-là sur cette carte, qu'elle ne soit pas perdue en fait, parce que c'est souvent les idées s'envolent, et donc ils tracent tout de suite pour après pouvoir la mettre dans la boîte à idées qui était localisée au CESAD quand ils venaient. Donc ça c'était aussi un point important et qui était un des freins qui avait été repéré. Et donc voilà, puis après il y avait un système de vote pour avoir tout l'aspect démocratique aussi, parce que c'est de la représentation, donc effectivement après il faut voter. Donc on va passer à l'image suivante. Et donc dans les outils, un outil essentiel c'était ce chemin de l'idée que vous voyez à gauche. Où en fait ça permettait les idées qui étaient dans la boîte à idées de se dire est-ce que c'est une idée qui concerne un collectif ou une personne individuelle, auquel cas ça va être dans son projet, est-ce que c'est une idée qui existe déjà, est-ce que c'est une idée pour le coup qui un professionnel peut y répondre voilà, sans forcément que l'idée remonte plus loin, est-ce que ça nécessite l'intervention du chef de service, de la directrice, du directeur général, du conseil d'administration, et donc en fait ça permettait comme ça de structurer le chemin de l'idée et de le faire avec les jeunes aussi, de finalement qui fait quoi et c'est quoi le rôle dans l'organisation de chacun des protagonistes.
Et puis après de vote aussi, est-ce que tout le monde est d'accord pour cette idée ou pas? Et puis sur la partie droite, notre idée, c'est ce qu'on voyait dans le petit film à un moment donné affiché sur les tableaux, c'est de construire avec les jeunes aussi les freins possibles de l'idée, les besoins, pour qu'après ils puissent aller présenter eux-mêmes l'idée aux professionnels ou aux membres du conseil d'administration voilà, vers lequel ils vont présenter. Donc ça permettait une préparation en amont et puis de faire le tour d'un sujet qui peut être complexe. Et donc on voit aussi le côté impossible. Et en fait, impossible, alors c'était pour le mettre aussi, pour que ça parle pour les jeunes, mais ça ne voulait pas dire que parce que c'est impossible, on ne regarde pas l'idée, c'était plutôt d'essayer de comprendre, si ça paraît impossible d'un premier abord comme ça, comment on peut le rendre possible. Ou est-ce que peut-être des fois c'est que ça va être très complexe, mais donc on va essayer de peut-être petit à petit, c'est la politique du petit pas, pour essayer de répondre à ce besoin-là, ou essayer de décortiquer finalement les problématiques qui peuvent se poser. Et justement, quels résultats ont été conduits à partir de ces concertations? Alors, il y a eu des effets pour toutes les parties prenantes embarquées dans le projet, hein, donc les familles aussi, les jeunes, les professionnels, la direction qui doit aussi être vraiment partie prenante, hein, le chef de service aussi, le directeur général, conseil d'administration. Puis en fait, aujourd'hui, autour de la table devraient être avec nous des jeunes, que vous avez vu dans le film. Mais en fait, un des effets du projet, alors bien sûr c'est multifactoriel, mais quand même, en fait, ça a accéléré l'orientation des jeunes. Donc en fait, tous nos ambassadeurs sélectionnés au début du projet, à l'issue des 2 ans, sont partis pour leur projet professionnel en ESAT, en milieu ordinaire. Et il reste une... Eh bien ça y est, elle est aussi partie là, voilà. Donc j'aurais voulu qu'elle vienne, mais en fait, elle a trouvé c'est Élise qu'on voit dans le film, là, elle a trouvé un contrat en CDI pour le coup dans le milieu ordinaire, accompagné par le SAVS maintenant. Donc par contre ils ont pu essaimer et puis on a une nouvelle cohorte qui est arrivée. Mais donc en fait ça a quand même accéléré les projets des jeunes et donc dans les résultats c'est le changement de regard, changement de place des professionnels, des parents vers les jeunes, mais aussi des jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire ils ont aussi expérimenté certaines choses et donc ça a aussi activé des ressources pour leur projet professionnel. Donc voilà, c'est un beau projet. Alors aujourd'hui, il a fallu effectivement qu'ils passent le relais, donc avant de partir. Donc ils ont formé des jeunes au niveau du CESAD. Donc on a un kit d'essaimage, pour le coup, qui est existant. Hop, voilà. Et qui Ouais. Oui, pardon. Kit d'essaimage. Oui, le kit d'essaimage, tout à fait. Et donc, qui a permis en fait de former une nouvelle cohorte d'ambassadeurs. Et finalement, là, on a élargi, plutôt que ça soit juste pour les 16-25 ans, on a mis des ambassadeurs dans chaque antenne du CESAD sur différents... Parce que voilà, on est sur tout le nord du département, donc dans plusieurs zones géographiques. Et donc, il y a plusieurs ambassadeurs par antenne qui se rencontrent tous les 15 jours et qui, après, se rencontrent. Il y a une rencontre entre tous les ambassadeurs de toutes les antennes avant chaque vacances scolaires pour, en fait, confronter leurs idées, les besoins et vraiment avoir une parole représentative des besoins divers et variés en fonction des zones géographiques et des tranches d'âge, en fait. Et puis, il faut commencer tôt, parce que c'est aussi, ça nécessite beaucoup de répétitions. Un entraînement à prendre la parole, et puis voir les pairs prendre la parole et exposer, ça donne aussi des idées. Et c'est vrai qu'un des leviers avait été la rencontre avec le président de Nous aussi, qui est un père et qui avait été un tremplin pour les jeunes dans un miroir en fait, de se dire ouais, c'est possible d'aller aussi loin et de parler aussi bien que la scène, pour le coup. Oui, c'est vraiment, on revient toujours et on entend toujours la même chose. Il y a vraiment la démarche en soi. C'est déjà une histoire importante, prendre la parole pour soi, prendre la parole pour les autres, accompagner ça. Les demandes derrière sont parfois moins gigantesques. Ils ont fait une sortie à Paris, ils ont voulu faire des choses qui sont leur quotidien en fait, et que vous avez pu accompagner avec donc des outils, on a vu, qui font aujourd'hui l'objet aussi de cet essaimage. Vous disiez notamment, quand on en avait parlé, qu'il y a aussi des améliorations sur ces outils, notamment sur les temporalités. C'est-à-dire que quand ils lancent une idée, ils ne comprennent pas forcément que ça ne se fasse pas tout de suite. Donc il faut peut-être faire des outils pour leur dire on en est là, on avance comme ça. Un chemin, non pas des idées, mais du temps des idées, d'une certaine manière, qui peut se déployer. Petite question complémentaire, comme le projet a commencé en 21, c'est achevé. L'essaimage, comment vous le voyez au sein de la structure et comment vous le voyez au sein de l'UNAPI? Parce que c'est aussi dans cette grande maison que ça peut polliniser.
Donc au sein de la structure, donc au sein de la structure, donc ces nouvelles cohortes d'ambassadeurs. Et puis après, on est en phase là d'essaimer dans les différents établissements et services de l'UNAPI 17 avec le kit d'essaimage, notamment envers les élus des CVS. Aussi parce que le chemin de l'idée, la boîte à idées, c'est vraiment un outil qui peut servir les élus, quel que soit finalement le type d'établissement. Donc ça, voilà, donc ça c'est à l'interne UNAPI 17. Et du côté de l'UNAPI, nous, c'était aussi de faire preuve de concept, quoi, de dire que c'est une démarche de participation qui est ambitieuse, c'est possible pour des jeunes qui présentent une déficience intellectuelle. Ça a aussi consolidé notre projet stratégique autour de l'autodétermination. Derrière aussi, ça a fait évoluer notre offre de formation, notamment sur l'autodé, avec une co-construction, une co-animation de personnes en situation de handicap sur ces sujets-là. Et enfin, on a commencé à essaimer. On a largement diffusé le kit d'essaimage à notre réseau. On l'a aussi présenté lors de notre congrès annuel, lors de séminaires pour des présidents et des directeurs généraux. Et on va monter très rapidement avec Emeline un webinaire aussi de présentation plus détaillée des outils et de la méthodologie pour lancer le projet, dupliquer ce projet-là. Merci à vous. On voit, il y a aussi, c'est un projet qui est SM parce que c'est un projet où il y a des quick wins, comme on dit. C'est-à-dire qu'on arrive assez vite aussi sur du résultat et ça porte. Et petit point que vous m'avez dit et qu'on partagera aussi avec d'autres, sur des CESAD, il y a une problématique qui est celle du transport aussi des jeunes pour ces réunions-là, qui ne sont pas toujours pris en charge et considérés comme ça pourrait l'être, et ça peut être un vrai frein logistique. Ça n'a l'air de rien, mais c'est les petites épines qui compliquent bien la vie sur ces projets-là et l'enthousiasme qu'on y met. Je voudrais qu'on passe au dernier projet. On reste sur la côte atlantique, on remonte, on va en Bretagne Nord même, avec vous, Philippe Estienne, directeur développement, accompagnement et patrimoine de l'ADAPI Côte d'Armor. Alors là aussi, projet pour monter en puissance les structures de participation sur 3 territoires avec 3 organisations différentes. Vous êtes associés tous les 3 pour répondre à un appel à projet de la CNSA sur ces démarches participatives innovantes. Il y a l'ADAPI Noël des Côtes d'Armor, vous, il y a la maison de Montcontour qui s'est mobilisée, et puis l'APF aussi qui s'est mobilisée. Donc sur le secteur du grand âge, sur le secteur du handicap, 3 structures, 3 voies pour monter en compétences. Comment vos structures se sont retrouvées, se sont regroupées pour répondre à cet appel à projet? Alors, donc nous, on avait en fait trois éléments clés qui nous ont fait converger puis répondre ensemble à cet appel à projet. Le premier, c'est que les regards qu'on porte sur la personne en situation de handicap est en pleine évolution dans nos 3 associations et aussi dans la société. C'est-à-dire, avant d'être une personne en situation de handicap, c'est une personne, donc c'est un citoyen qui, comme tous les citoyens, doit pouvoir bénéficier de l'effectivité de ses droits. Donc c'était le premier élément qui nous fédérait. Le deuxième, c'est qu'on était tous sur l'amélioration de l'expression des personnes, sur leur participation et sur la représentation. Et donc on partait de ce principe, on n'était plus sur une présomption d'incompétence, mais sur une présomption de compétence, sur une présomption de capacité, capacité à faire, capacité à dire, capacité à s'exprimer, capacité à peser sur la décision, capacité aussi à représenter. Donc c'était donc le deuxième élément. Et le troisième, nos 3 associations travaillaient avec le CREAI Bretagne, donc qui a eu ce rôle de catalyseur qui nous a mis en lien pour répondre effectivement à l'appel à projet en 2023, donc c'est relativement récent. Cet appel à projet sur l'effectivité des droits dans les établissements et services médico-sociaux. Alors vous allez porter la parole de vos 2 partenaires. L'autre responsabilité. Qui nous regardent, j'imagine, à l'écran. Mais si on regarde votre ADAPI, votre structure en soi, en quoi cet enjeu de participation se posait de manière spécifique au niveau de votre structure? En fait, il n'y avait pas vraiment de spécificité par rapport aux autres. On avait un dénominateur commun qui était le développement du pouvoir d'agir des personnes, leur rapport à la décision. C'est-à-dire, en fait, on peut, comme partout, dire on associe les personnes, mais quel impact elles ont réellement sur la décision. Donc, cet élément important, et aussi sur la représentation. Donc, en définitive, on avait quelque part les mêmes objectifs, avec des niveaux de mise en œuvre et de réalisation qui étaient différents. Je vous laisse nous présenter concrètement comment c'est mis en place, et dans votre structure et dans les 3 structures,
cette démarche de pollinisation. Voilà, la pollinisation absolument qui est importante. Donc en fait, nous sommes 3 associations, donc l'APF France Handicap, l'ADAPI Noël Côte d'Armor et l'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve avec la maison de Montcontour. La particularité, c'est qu'on est aussi sur 3 départements, donc 3 départements bretons, et il y a en fait 6 expérimentations. Et on est accompagné en termes d'ingénierie par le CREAI. Donc j'ai entendu les mots tout à l'heure, hein, on va en parler tout à l'heure, de l'évaluation, du design aussi, un design social tout au long du projet, et également voir une analyse d'impact à 30 mois. Donc là, c'était notre petit terme, une pollinisation, c'était le terme, c'était une opportunité, un levier pour les droits, leur effectivité et leur reconnaissance. Donc l'objectif partagé, c'était d'améliorer la qualité de la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de handicap dans les décisions collectives qui les concernent en formant une communauté apprenante. Alors c'est quoi une communauté apprenante? C'est un collectif qui là, dans le cas présent, est fait des personnes accompagnées, des professionnels, des directions qui en fait regardent tout ce qu'ils ont pu faire, c'est-à-dire les leçons des actions passées et des actions actuelles, pour mieux présenter et mieux conduire les actions futures. Et donc on va passer la suivante. Voilà. Donc 3 associations, 6 expérimentations. Au niveau de l'APF France Handicap, 3 expérimentations. La première, donc le pôle Kerlivet à Brest, sur le fonctionnement des CVS. Alors on en a parlé beaucoup depuis ce matin. Et en fait, donc les CVS existaient, loi 2002. Le souci, c'est qu'ils avaient tendance un petit peu à végéter. C'était effectivement un lieu de participation, mais est-ce que c'était une réelle participation des personnes? Donc le travail qu'ils ont développé, c'est de faire en sorte que les personnes deviennent vraiment actrices de ce lieu qui est leur lieu de représentation, donc ils se l'approprient. Et pour cela, donc, il y a tout un travail qui a été fait sur les outils, comment on le prépare, donc déjà préparer en amont, comment je peux être outillé pour bien présenter lors du CVS et surtout comment je restitue suite au CVS, parce que c'était souvent un petit peu la question qui se posait. Tu vas au CVS, mais du coup, qu'est-ce que tu me restitues? Qu'est-ce qui s'y passe? Et donc, si on veut être représentant, il faut vraiment outiller les personnes pour le faire. Et l'autre élément sur lequel ça a été aussi évoqué depuis ce matin, c'est la notion de posture. C'est parce que cette posture de représentant, ça ne se décrète pas. Ça se travaille et donc il y a tout un travail qui est fait aussi sur ce pôle au niveau de la posture. Le deuxième expérimentation, c'est sur le pôle de Caraman, donc qui est situé à Quimper, où là, en fait, ils étaient déjà bien avancés au niveau du CVS. Il y avait une participation aussi effective des personnes dans d'autres instances, et en particulier dans l'élaboration du projet d'établissement. Et donc, ils se sont dit, on va passer un petit peu au stade supérieur, et est-ce que les personnes ne pourraient pas participer au recrutement des professionnels? Donc, du coup, ils sont en train de travailler effectivement avec eux à différentes étapes. Donc, intervention dans les grands axes de la fiche de poste. Donc déjà, c'est quelque chose d'important. Sélection des CV. Et troisièmement, participation effectivement au recrutement. L'avantage, double regard. On en a parlé aussi, j'ai entendu depuis ce matin, savoir expérientiel, savoir d'usage. C'est-à-dire que c'est moi, personne en situation de handicap, qui va pouvoir bénéficier de ce que va faire le professionnel au quotidien. Et compétences qui sont attendues par la direction générale ou la direction de l'établissement. Donc ce double regard permet effectivement, donc ça va être en expérimentation, on vous fera un petit retour de tout ce qui va se passer. Et la dernière, donc on était sur l'APEA et le DIEM de Redon. Donc c'est des appartements de préparation et d'entraînement à la vie en autonomie. Et en fait, donc, eux voulaient travailler sur les droits fondamentaux et la bientraitance. Et l'idée, c'est que ce secteur adulte puissent se doter, se former et deviennent des pairs formateurs, donc de la paire intervention auprès des plus jeunes. Et donc cette transmission qui peut se faire en bénéficiant qu'on soit sur un pôle avec des adultes et des enfants. Alors on va passer à la salle suivante, c'est la régie qui passe. Voilà. Je laisse la régie intervenir. Donc deuxième association, donc la Maison Montcontour, qui était elle sur 2 expérimentations. La première, donc on est toujours au niveau du CVS, mais là sur la notion de comment bien identifier les représentants. Donc si je suis représentant, c'est bien, j'ai été élu par mes pairs, hein, mais si je ne suis pas identifié, comment je prends leur parole,
comment je récupère effectivement les questions. Et donc l'idée, c'est de créer une permanence, mais permanence physique, c'est-à-dire qu'ils ont au sein de l'établissement mis en place d'un bureau et d'horaires de permanence où les personnes peuvent venir apporter leurs questions qui sont ensuite discutées et relayées au niveau des CVS. Le deuxième, c'est le résident traceur. Alors le résident traceur, là, ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on connaît aujourd'hui, dans les référentiels HAS, qui sont sur l'accompagné traceur. Et le fait donc de préparer effectivement les personnes à ces évaluations à venir. Et le deuxième impact qu'il y a eu en mettant en place ces résidents traceurs, c'est de faire évoluer effectivement le fonctionnement et d'avoir un impact sur le fonctionnement et des services qui sont apportés par l'établissement. Troisième. Alors là, on arrive chez nous, donc l'ADAPI Noël Côte d'Armor. Alors là, je vais juste vous mettre un petit peu dans quel contexte on se situe. Donc le premier, on l'a dit, évolution de la place qu'on donne aux personnes, du regard qu'on leur apporte. Deuxième élément, transformation de l'offre, de notre offre actuelle, de nos établissements et services, l'accueil de jour, l'accueil temporaire, tout ce qu'on peut faire. Le troisième élément, c'est cette société inclusive, ce vivre ensemble que l'on voudrait mettre en place. Donc tous ces éléments font qu'il va y avoir des évolutions importantes dans les métiers futurs, dans la posture aussi de nos professionnels demain. Et donc il faut les accompagner parce qu'on leur demande en parallèle de permettre aux personnes de s'autodéterminer. Donc l'autodétermination, comme dit, des personnes ne pourra se faire sans le développement du pouvoir d'agir des professionnels. Mais tout ça, ça peut être déstabilisant. Ça peut être effectivement avec une notion, si on veut que les personnes progressent, que les personnes grandissent, il va falloir faire une prise de risque. Et cette prise de risque, il faut accompagner les professionnels parce que prise de risque ne veut pas dire mise en danger. Donc à partir de là, on s'est dit qu'il faut que l'on accompagne l'ensemble de l'association, donc pas simplement les professionnels, mais les personnes accompagnées, les parents et les partenaires avec qui on travaille sur une démarche éthique. Et ce que l'on voulait, alors ce qu'on ne voulait pas, plutôt, c'était de créer, alors quand on parle de démarche éthique, on dit ouais, on va faire un comité des sachants là. Ah, c'est les gens, ils vont réfléchir pour tout le monde au niveau de l'association. C'est tout à fait ce qu'on ne voulait pas. Donc on a créé un comité de pilotage. Voilà. Et nous, ce que l'on veut, c'est que l'éthique, elle soit discutée au plus proche de l'accompagnement. Donc l'idée, à travers du petit schéma, c'est qu'en fait, ça serait au niveau des CVS et au niveau des réunions d'équipe qu'on identifie des questionnements éthiques et que ces questionnements éthiques ils soient travaillés au niveau des comités de pilotage. Alors dans nos établissements, il y avait des comités de pilotage qualité et on les a transformés en comités éthique et qualité intégrale, ce qui permet effectivement de mettre en œuvre et de réfléchir de manière collective aux questions éthiques qui peuvent se poser dans l'accompagnement au quotidien. Et il y en aura de plus en plus puisqu'ils vont être à la fois confrontés à des solutions qui seront proposées à l'intérieur des établissements, mais également à l'extérieur. Dernier point sur l'évaluation. Alors, donc, intervention donc, du CREAI qui nous accompagne là, donc, sur les 30 mois, donc, qui nous a déjà aidé effectivement dans la réalisation et la réponse à cet appel à projet. Ils ont fait une évaluation initiale, parce que c'est important aussi de savoir d'où on part. Quel impact tout ce qu'on va mettre en place va avoir effectivement sur la participation, l'expression et la représentation des personnes. Donc il y a eu une évaluation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu 241 personnes plus 82 participants sur les focus group. Donc plus de 320 personnes qui ont été associées et pour lesquelles on a demandé une certaine leur satisfaction et aussi leurs besoins, leurs attentes par rapport à tous ces questionnements-là. Et en fait, on va ensuite utiliser dans le cadre d'un design social, effectivement, en allant restituer, donc là ça va être sur le courant du mois d'octobre, un petit peu les résultats de tout ce qui a été fait, et puis de construire avec eux, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont d'accord avec les résultats, quelles pistes d'amélioration ils pourraient nous apporter, quels freins ils voient également, et donc ça va être cette dynamique-là qui va se faire tout au long de ce projet, avec des rencontres aussi entre les trois associations. Alors quand c'est les trois associations, c'est bien sûr les professionnels, c'est les personnes, nous dans notre cas aussi, bien sûr, on est une association parentale, donc les parents, voire des partenaires aussi extérieurs, parce que nous, quand on parle partenaires, on a cette vision, c'est pas simplement du médico-social, c'est effectivement des partenaires vraiment extérieurs. Le premier d'entre eux, c'est la mairie, puisque c'est demain, les réponses,
on ne sera pas dans le inclusive en venant chez nous, mais elle se fera avec des partenaires des territoires. Un petit mot très rapide, parce qu'en effet, il y a ces trois établissements, il y a à chaque fois ces 2 projets qui sont portés. Restons chez vous et restons sur ce projet sur la veille éthique, donc avec un double niveau, ce binôme de veille éthique qui reçoit un peu les demandes, les traite, et puis les renvoie quand il y a vraiment discussion à avoir, à un comité qui, lui, est fait au sein du comité qualité, en fait, où on arbitre et on tranche ces sujets-là. Du coup, ça fait remonter plein d'enjeux autour de l'éthique. Finalement, quel type de sujets ils sont abordés et quel type de sujets vous surprennent peut-être par rapport à ce que vous attendiez à voir venir? Donc, ils sont vraiment dans le pragmatisme. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que l'éthique, c'est quelque chose de compliqué, que les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas leur place, entre guillemets, autour de la table, alors que ça les concerne au premier. Si on est là, la finalité de notre action, de manière générale, c'est l'amélioration de leur qualité de vie, de la vie des personnes qu'on accompagne. Et donc, nous, on les a mis, ils sont déjà présents dans le comité de pilotage. Et en fait, lorsqu'ils sont sur le terrain, c'est des questions... qui vont remonter, mais vraiment pragmatique. Je vais prendre 2-3 exemples. C'est la personne il y a le veilleur de nuit. La personne en fait est habituée à déambuler le soir parce que on a tous des manières de vivre différentes. Certains sont au lit à 9h, d'autres c'est beaucoup plus tard. Et il déambule à 11h dans l'établissement, dans un foyer de vie. Et le veilleur de nuit lui dit si tu n'as rien à faire là, si je te revois, je te mets dans ta chambre et je t'enferme. Qu'en pensez-vous ? Et donc nous, on a un club, j'entendais tout à l'heure, le club des présidents de CVS, qui est présent, nous, depuis 10 ans dans l'association. Et on les a fait travailler sur ces questionnements-là avec des professionnels. Et les avis sont différents. Et puis, en fait, le professionnel ramène très vite sur « Ah ouais, mais ce n'est pas dans le règlement intérieur, il va falloir faire évoluer. » Bah oui. Et donc, on est bien là pour répondre aux besoins, aux attentes des personnes. Faisons évoluer nos règlements, du moment qu'on reste que dans un cadre précis. Et c'est pour ça que pour aussi aider les personnes, on a établi une charte éthique et déontologique dans lesquelles ça permet de donner, bien sûr, il y a la loi, mais il y a aussi nous, nos valeurs associatives dans lesquelles on veut que cette réponse se fasse. Et donc voilà, c'est des questions aussi... qui paraît vraiment basique, mais qui a un impact tellement important sur le quotidien des personnes qu'il faut y répondre, quoi. Et on va y répondre, non pas, c'est pas une réponse individuelle, mais c'est du collectif qui doit y répondre. Ouais, vous avez cherché ces valeurs ensemble, d'ailleurs, et il y a une des valeurs qui est remontée fort, vous m'avez dit que vous a étonné, c'est l'humilité. L'humilité. Qui a été fortement demandée. Absolument. Je voudrais faire réagir, Bénédicte, à ces 2 nouveaux projets encore très riches. Qu'est-ce que vous en retenez ? D'abord, très spontanément, la force du témoignage. Lorsqu'on échange et que l'on voit les personnes s'exprimer, le regard change assez nettement et presque mécaniquement. Le point de départ de ces 2 expérimentations, merci beaucoup de ces témoignages très, très clairs, la démarche d'autodétermination avec l'objectif pour les personnes à la fois de garantir leur expression, leur engagement et leur représentation. Donc il y a un accompagnement et cette volonté fait système, c'est-à-dire qu'elle embarque derrière, on le voit bien, à la fois les professionnels qui ont besoin d'être accompagnés, c'est de la formation, vous l'avez dit, les professionnels sont embarqués, mais il faut aussi pouvoir les outiller, les familles et puis les équipes de direction qui sont aussi partie prenante. Donc vous avez aussi souligné la dimension dynamique, apprenante, on s'ajuste, on va pas à pas. Et puis sur l'essaimage, très important, dans l'essaimage, quelque chose me marque de ces narrations, c'est la force de l'inspiration. Vous l'avez dit, comment on peut être inspiré les uns des autres et cela permet l'essaimage avec quelque chose là que vous exprimez qui est lancé au sein des établissements. Et puis après, la dimension très construite, des outils indispensables, une dimension pragmatique. C'est à hauteur de vos établissements que se sont construits les outils. Et puis, encore une fois, une garantie d'un cadre respectueux du droit et puis des valeurs qui sont portées. Voilà. Donc merci beaucoup. On voit aussi la force de cette entrée à partir des personnes qui entraînent pour les professionnels et pour les organisations, ces 3 niveaux-là. Merci beaucoup pour ces éclairages, merci pour ces témoignages, merci à vous de nous avoir emportés dans cette première séquence absolument passionnante. On va enchaîner avec la deuxième séquence, mais avant, on va avoir un temps de pause vidéo avec une carte blanche qu'on va tout de suite découvrir.